quand la vérité explose sur toutes les chaînes nationales, est-ce la fin d'une ère de mensonges ou le début d'une renaissance pour un peuple qui n'ose plus croire? Cette question, lourde de sens, plane comme une ombre sur tout le Burkina Faso. Elle est sur toutes les lèvres, dans toutes les conversations, des marchés bruyants de Ouagadougou aux coins paisibles des villages sahéliens. Au tribunal de Ouagadougou, là où se joue désormais l'avenir de la nation, Paul-Henri Damiba, jadis tout-puissant, n'est plus qu'un accusé. L'image de cet homme, autrefois craint et adulé, aujourd'hui seul face à la justice, rappelle certains des plus grands procès de l'histoire moderne. On pense au procès de Charles Taylor au Libéria, ou à celui de Slobodan Milošević à La Haye. Dans chaque cas, la chute du dirigeant résonne bien au-delà de la salle du tribunal, affectant la conscience collective du peuple et ouvrant une brèche vers la possibilité d'un renouveau. Avant même l'ouverture du procès, Damiba a tenté de négocier un pardon secret, suppliant le capitaine Ibrahim Traoré dans l'ombre, loin de la foule, loin des micros. Cette scène fait écho aux supplications silencieuses de certains leaders déchus, comme Richard Nixon cherchant la clémence après le scandale du Watergate, ou encore Louis XVI tentant de sauver sa couronne sur l'échafaud. Mais cette fois, l'histoire s'écrit devant la nation entière. Plus aucun secret ne sera protégé par les murs du palais de justice. Traoré s'avance, impassible, serrant dans ses mains les preuves irréfutables. Enregistrements, messages codés, flux d'argent caché. Il incarne une nouvelle génération de dirigeants africains, déterminés à briser le cycle des non-dits, à l'image de Nelson Mandela exigeant vérité et réconciliation en Afrique du Sud. D'une voix ferme, Traoré dévoile les trahisons, les alliances nocturnes, les sabotages silencieux que Damiba croyait à jamais effacés. Jamais le Burkina Faso n'a vu un procès où, pièce par pièce, les coulisses du pouvoir sont exposées sans filtre, sans compromis. Ce moment unique est retransmis en direct, des faubourgs animés de Ouagadougou jusqu'aux villages oubliés du Sahel. Des antennes paraboliques sont installées sur les toits en tôle, des radios communautaires traduisent chaque intervention dans les langues locales, pour que même ceux qui ne comprennent pas le français puissent suivre le fil de l'histoire. Des millions d'yeux suivent chaque parole. L'enjeu dépasse le sort d'un seul homme. C'est l'âme d'une nation qui se tient à la barre, décidant si l'ère du silence et de la peur s'achève ou non. Car si la vérité est encore ignorée, si elle est déformée ou étouffée, alors le pays risque de retomber dans le cycle infernal des coups d'État, des promesses trahies, des espoirs brisés. Comme dans le passé, lorsque le Nigeria ou la Guinée ont sombré dans l'instabilité, le Burkina Faso pourrait voir ses acquis s'effondrer en un instant. La paix, la confiance, l'avenir même du Burkina Faso reposent sur ce moment suspendu, où chacun doit choisir entre le déni et le courage de regarder en face son histoire. Mais comment en est-on arrivé là? Pour saisir l'ampleur de ce procès, il faut revenir sur les pas de la trahison, dévoiler les alliances secrètes et comprendre ce qui a mené tout un peuple au bord du changement. C'est un peu comme remonter le fil d'une pelote de laine emmêlée, chaque nœud révélant une nouvelle intrigue, un pacte caché, un espoir déçu. Tout commence bien avant les projecteurs, dans l'ombre où se tissent les ambitions et les serments brisés. Revenir à l'origine de la chute, c'est comprendre l'engrenage qui a mené Damiba et Traoré à ce duel décisif. Dans l'histoire du Burkina Faso, chaque coup d'État, de Thomas Sankara à Blaise Compaoré, a été précédé par une série de petits arrangements, de promesses faites dans l'obscurité. La nuit tombe sur Ouagadougou et le pays entier retient son souffle. Demain, le procès de Paul-Henri Damiba s'ouvre, mais derrière la tension, une question obsède tous les esprits. Que s'est-il vraiment passé entre Damiba et Traoré? Cette interrogation hante les familles, les groupes d'amis, les cercles de vieux soldats qui se souviennent des heures sombres du passé. Dans les ruelles de la capitale comme dans les villages perdus, le silence pèse. Autrefois craint, Damiba n'est plus qu'un homme seul, extradé, isolé, guettant le verdict de ceux qu'il dirigeait hier. Son nom, jadis murmurant la peur, n'évoque plus que la déchéance, la stupeur, la pitié. Les jeunes, sur les réseaux sociaux, débattent. Peut-on pardonner?
Sommes-nous prêts à tourner la page? La rumeur enfle. Certains disent que, derrière les barreaux, Damiba aurait tenté d'implorer Traoré. Une demande de grâce, confidentielle, loin des regards, loin des micros. Mais Traoré a été catégorique. Aucun arrangement, aucune négociation secrète. On se souvient ici de la fermeté montrée par Jerry Rawlings au Ghana, lorsqu'il refusa tout compromis avec les anciens dignitaires corrompus. Ce procès, il l'a voulu public, exemplaire. Il ne s'agit pas d'un simple duel entre deux rivaux, mais d'un miroir tendu à la nation entière. Traoré l'affirme. La justice doit être transparente, rendue devant tous, sans compromis. C'est la même logique qui animait les commissions Vérité et Réconciliation ailleurs, où les blessures du passé ne pouvaient se refermer qu'à la lumière du jour. La veille du procès, les radios crépitent et les téléphones vibrent sans relâche. Dans les marchés bruyants comme dans les salons calfeutrés, chacun se prépare. Pour la première fois, le Burkina Faso va juger non seulement un homme, mais toute une époque. Les écrans sont installés, les anciens préviennent la jeunesse. Ce qui va se jouer ici, c'est notre avenir. Des enfants, assis en cercle autour de leur grand-mère, écoutent les récits des anciens coups d'État, les rêves brisés et les promesses non tenues. La chute de Damiba n'est pas un simple spectacle politique. Elle rouvre d'anciennes plaies, réveille la mémoire des trahisons, des coups d'État, des silences complices. Si le pays refuse d'affronter ce passé, il condamne une génération à répéter les mêmes fautes, à rester prisonnière du cycle du pouvoir sans justice. L'histoire de la Sierra Leone, avec ses décennies de guerre civile et de réconciliation manquée, plane comme un avertissement. Ibrahim Traoré, droit et impassible, incarne une promesse, celle d'une justice qui ne cherche ni vengeance, ni protection des puissants, mais qui ose enfin dévoiler la vérité. Face à lui, Damiba réalise que le temps des secrets touche à sa fin. Ce procès pèse autant sur la mémoire que sur l'avenir. Chaque geste, chaque mot, chaque aveu sous les projecteurs risque de bouleverser le destin du pays. Ce soir, le Burkina Faso ne juge pas seulement un président déchu. Il choisit ce que seront désormais la justice et le pouvoir. Tout est en place. Dans un instant, le duel silencieux commencera. Les lumières s'allument et la vérité s'apprête à s'imposer. Les caméras sont braquées, les microphones captent le moindre souffle. À mesure que le tribunal s'anime, chacun retient son souffle. Qui, de Damiba ou de Traoré, imposera sa version des faits? L'audience s'ouvre sur un témoignage qui va tout changer. Ce jour-là, le mensonge n'a plus d'abri. Sous l'œil implacable des caméras, la nation entière retient son souffle. Ibrahim Traoré, calme et déterminé, pose sur la table un dossier volumineux. Le récit, preuves à l'appui, de 3 tentatives de coup d'État ourdies par Paul-Henri Damiba. Il ouvre le dossier, s'y entassent des écoutes téléphoniques, des relevés bancaires, des messages cryptés, autant de traces que Damiba croyait disparues. Les preuves sont froides, implacables, et chaque page tournée resserre l'étau. La salle du tribunal est sous tension. Traoré, méthodique, déroule les faits. À chaque tentative révélée, il met au jour des documents qui frappent par leur précision. Le visage de Damiba se ferme, trahissant la panique derrière le masque. Mais la tempête ne fait que commencer. Des visages familiers sont appelés à témoigner. Anciens officiers, conseillers, financiers de l'ombre. Leurs voix tremblent parfois, mais leurs récits lèvent un voile sur des années de manipulation, de promesses empoisonnées, de menaces silencieuses. Chacun décrit comment Damiba, dans l'ombre, tirait les ficelles, promettant un retour à l'ordre ancien à ceux prêts à le suivre. Parmi eux, un ancien compagnon d'armes raconte comment, lors d'une nuit sans lune, Damiba aurait réuni une dizaine de ses fidèles dans une villa de la périphérie. Il leur aurait promis monts et merveilles, évoquant la restauration d'un ordre perdu, la reconquête de privilèges envolés. Cette scène rappelle les réunions secrètes qui ont précédé tant de renversements en Afrique et ailleurs, de la nuit des longs couteaux en Allemagne à la planification du coup d'État de Pinochet au Chili. Face à l'avalanche des preuves, Damiba tente maladroitement de se défendre. Mais ses arguments s'effritent. Ses anciens alliés baissent les yeux,
Certains murmurent des aveux à demi-mot, d'autres invoquant la peur qui les tenait sous contrôle. L'image du chef inébranlable se fissure, visible par tous. Le procès s'élève soudain au-dessus du destin d'un seul homme. Dans la salle, un murmure court. Cela aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. Pour une partie du public, c'est une délivrance. Pour d'autres, la méfiance demeure. Et si tout cela n'était qu'un théâtre savamment orchestré? La justice militaire, sous le regard des caméras, devient l'incarnation d'une démocratie vacillante. Chaque mot prononcé façonne la mémoire d'un peuple. Mais l'équilibre reste fragile. Si ce procès est perçu comme une farce punitive, la confiance envers les institutions, déjà entamée, pourrait se briser à jamais. Tout peut basculer. Ce moment suspendu scelle non seulement le sort de Damiba, mais aussi celui du pays tout entier. Quand le silence retombe, une question reste en suspens. La vérité exposée suffira-t-elle à conjurer les fantômes du passé? Bientôt, le verdict tombera. Mais avant cela, un dernier témoignage inattendu va bouleverser le tribunal. Quand le rideau tombe, tout vacille. Restera-t-il la fracture ou une étincelle d'espoir? Le procès de Paul-Henri Damiba atteint son apogée lorsqu'un enregistrement inattendu retentit devant la nation entière. Sur cette bande, la voix de Damiba ne laisse aucune place au doute. Il avoue, sans détour, vouloir renverser le pouvoir de Traoré. Ses propres mots, captés à son insu, percent la chape de silence et font éclater la vérité. Le souffle de la salle est suspendu. Les juges prononcent leur verdict, grave, trahison, culpabilité. Pourtant, il n'y a ni vengeance, ni humiliation publique. Seule reste la lucidité douloureuse d'une trahison dévoilée et la volonté farouche d'éviter la spirale de violence du passé. Dans ce silence chargé, quelque chose change de nature. Ce n'est plus le sort d'un homme qui se joue, mais celui d'un peuple entier. Damiba n'est plus qu'un symbole, et le procès devient le miroir tendu à toute la nation. Devant leurs écrans, les citoyens comprennent. Cette justice n'est pas là pour écraser, mais pour enseigner. Le président Traoré prend la parole et refuse la logique du règlement de compte. Sa voix tranche le silence. La justice doit servir la mémoire, non la vengeance. Il invite le Burkina Faso à regarder son passé en face, aussi douloureux soit-il, pour enfin rompre le cycle. Accepter la vérité, c'est choisir de sortir du labyrinthe des impostures. Refuser de la voir, c'est préparer d'autres drames, d'autres blessures, d'autres procès, toujours plus déchirants. Une question s'impose. Comment juger l'avenir sans trahir la mémoire? Dans les rues, dans les foyers, la nation s'interroge. Le verdict ne referme pas les plaies. Il ouvre une épreuve collective, une brèche où chacun doit choisir, affronter l'oubli ou céder au déni. La stabilité ne naîtra pas de la peur, mais d'une confiance renouvelée en la justice et la transparence. Le silence qui suit n'est plus celui du secret, mais celui d'une prise de conscience aiguë. Chacun comprend que juger Damiba, c'était juger toute une époque de dérive et d'ambition démesurée. Traoré ne savoure pas sa victoire. Il rappelle, avec gravité, que la véritable justice ne s'arrête pas à une condamnation. Elle doit réconcilier, rassembler, transmettre une mémoire commune à la génération qui regarde. Reste une question brûlante. Face à la vérité, que fera ce peuple? Que fera la jeunesse? Le nouveau pacte social commence, mais saura-t-on en saisir la chance? Mais alors que la poussière du procès commence à retomber, un nouveau défi s'esquisse déjà à l'horizon. Qui aura le courage d'incarner cette justice renouvelée? La justice n'est pas un spectacle. C'est une promesse, fragile, à renouveler chaque jour. Il ne suffit pas de condamner un seul homme pour que la société se transforme. Il faut que chaque citoyen, chaque famille, chaque institution s'engage dans un effort de mémoire et de vigilance. Ce procès dépasse la chute d'un seul homme. Il rappelle que la mémoire collective protège une nation bien plus qu'elle ne punit un individu. Se souvenir, c'est immuniser tout un peuple contre la répétition des abus, contre la tentation de l'oubli. Ce n'est pas parce que les caméras s'éteignent que la vérité cesse d'exister. Être jugé publiquement, c'est redéfinir le lien entre dirigeants et citoyens. La transparence n'humilie pas,
Elle forge un nouveau pacte basé sur des actes, non sur des promesses creuses. Le pardon, contrairement à ce qu'espérait Damiba, ne se quémande pas après le verdict. Il naît de la responsabilité, de l'aveu, du désir de réparer avant même de demander l'oubli. Demander la grâce à la dernière minute, c'est refuser la vraie réparation. Le peuple burkinabé le sait. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de tourner la page sans déchirer le livre commun. Ce procès n'est donc pas la fin d'une histoire, mais le commencement d'une nouvelle exigence civique. Chaque témoin de ce moment détient désormais une responsabilité. Refuser le silence, exiger des comptes, défendre la mémoire comme un rempart. Si la société oublie ce qui s'est joué ici, elle s'expose à la fatalité d'un pouvoir sans contrôle. Le risque, c'est l'endormissement des consciences, la perte du fil entre passé et avenir. Se souvenir ensemble, c'est s'armer face à la répétition de l'histoire. L'exemple du Burkina Faso rayonne au-delà de ses frontières. Là où d'autres nations d'Afrique de l'Ouest hésitent à exposer leurs plaies, ici, la lumière soigne. Ce procès public est un signal lancé au continent. La justice, bâtie sur la transparence, protège plus qu'elle ne condamne. La véritable victoire n'est pas la condamnation d'un homme, mais la prise de conscience collective qu'un peuple refuse désormais que la vérité meure dans l'ombre. La justice ne se limite pas aux tribunaux, elle vit dans la vigilance quotidienne de chaque citoyen. Ce procès trace la voie, non seulement pour l'avenir du Burkina Faso, mais pour toute une génération déterminée à rompre le cycle du silence et de l'impunité. Mais la page ne se tourne pas d'elle-même. Il faut maintenant regarder en face les cicatrices et décider, ensemble, comment guérir sans oublier. Quand la justice devient mémoire, la nation tout entière bascule dans une ère nouvelle. Devant les écrans, le peuple du Burkina Faso ne voit pas seulement la chute de Paul-Henri Damiba, mais la dissection d'une époque rongée par le pouvoir confisqué, les silences coupables et l'oubli méthodique. Ce procès, retransmis à travers le pays, agit comme un révélateur brutal. Il force chaque citoyen à regarder son histoire en face, sans phare, sans refuge. Cependant, la vérité révélée au tribunal n'a de portée que si elle survit à la rumeur et à l'accoutumance. Si l'émotion se dissipe sans action, si la mémoire retombe dans le vacarme du quotidien, alors les victimes seront trahies une seconde fois, et la honte des complicités restera tapie dans l'ombre, prête à ressurgir. Désormais, chaque citoyen, qu'il soit sur une place de marché ou dans la cour familiale, devient dépositaire d'une part de responsabilité. Car la mémoire ne s'impose pas. Elle se construit, se partage, s'incarne dans les gestes ordinaires. Oublier, c'est ouvrir la voie à la répétition des drames. La vigilance n'est pas le privilège des héros ou des dirigeants. Elle commence par des questions simples. Que faisons-nous de cette vérité exposée ? Comment éviter que la justice ne devienne un slogan, vidé de sens par l'habitude ? Chacun, à son échelle, peut choisir de ne pas détourner le regard, de ne pas excuser l'inaction, de transmettre la mémoire à la génération suivante. L'espoir issu de ce procès ne doit pas s'éteindre. Il exige de chaque Burkinabé une promesse silencieuse. Ne plus jamais fermer les yeux, ne plus jamais laisser le pouvoir s'extraire du contrôle du peuple. L'engagement commence aujourd'hui, dans la façon dont on regarde le passé et dans la confiance fragile que l'on ose accorder à l'avenir. Si la justice nourrit la mémoire, et si la mémoire veille sur la justice, alors le Burkina Faso peut aspirer à un nouveau contrat social. Mais sans l'engagement de tous, cette promesse risque de disparaître, aussi vite que le bruit d'un verdict s'efface dans la nuit. Regardons de près les étapes concrètes pour éviter le retour du silence et du secret. Premièrement, il est crucial de généraliser l'éducation civique à tous les niveaux. Dans chaque école, chaque université, il faut intégrer l'étude de ce procès, en expliquant les raisons de la chute de Damiba et les leçons à tirer. Comme en Afrique du Sud, où les manuels scolaires évoquent l'apartheid non pour accuser, mais pour prévenir, le Burkina Faso doit bâtir une mémoire commune, résiliente. Deuxièmement, il faut encourager la création de comités citoyens de veille. Dans chaque quartier, chaque village, des groupes peuvent se réunir régulièrement pour discuter des enjeux de la transparence, du pouvoir et de la justice. Ces cercles de discussion, inspirés des Gaksaka rwandais,
permettent à chacun de s'exprimer, de partager ses doutes et de renforcer la cohésion sociale. Troisièmement, il est indispensable de protéger la liberté de la presse. Les journalistes doivent avoir les moyens, la sécurité et la formation nécessaires pour enquêter, révéler, sans crainte de représailles. Lorsque le Watergate éclata aux États-Unis, c'est grâce à la persistance de quelques journalistes que la vérité fut dévoilée. Au Burkina Faso, la presse libre reste la première sentinelle face à toute dérive. Quatrièmement, il convient d'impliquer la diaspora burkinabé. Ceux qui vivent à l'étranger portent un regard différent, parfois plus critique, mais souhaitent ardemment la paix et la prospérité du pays. Ils peuvent organiser des conférences, des ateliers, des campagnes de sensibilisation pour soutenir la dynamique de transparence et de réforme. Cinquièmement, il faut renforcer les institutions judiciaires. Cela passe par la formation des magistrats, l'amélioration des procédures, mais aussi la mise en place d'un observatoire indépendant de la justice, composé de citoyens, d'anciens juges, d'avocats et de membres de la société civile. Ce genre de structure existe déjà dans certains pays scandinaves et a prouvé son efficacité. Enfin, il est essentiel de promouvoir la culture du dialogue intergénérationnel. Les anciens doivent raconter, sans tabou, les erreurs et les victoires du passé. Les jeunes doivent écouter, questionner, s'approprier cette histoire pour ne pas la subir. Au Rwanda, ce travail de mémoire a permis de surmonter l'horreur du génocide et de rebâtir une société plus juste. Concrètement, chaque citoyen peut prendre l'initiative d'organiser une soirée de témoignage dans sa cour, d'inviter un voisin à partager son point de vue, d'écrire un texte, de peindre une fresque, de composer une chanson sur ce que ce procès a changé dans sa façon de voir le pays. Les professeurs peuvent consacrer une journée de classe à débattre des enjeux de la justice et de la responsabilité. Les élèves peuvent rédiger des lettres ouvertes à la nation, exprimant leurs rêves, leurs peurs et leurs espoirs. Les collectivités locales peuvent instaurer une journée de la transparence, durant laquelle tous les citoyens sont invités à visiter les institutions, poser des questions aux élus et s'informer sur le fonctionnement de l'État. Les radios et télévisions communautaires peuvent lancer des émissions interactives où les auditeurs posent des questions aux juges, aux journalistes, aux historiens. Cela permet de briser le mur du silence et d'entretenir la flamme de la vigilance. En multipliant ces initiatives, le Burkina Faso peut non seulement tourner la page du procès d'Amiba, mais surtout écrire un nouveau chapitre, où chaque citoyen devient acteur de la mémoire collective. L'histoire nous enseigne que la démocratie ne survit que si elle se nourrit de vérité, de justice et de mémoire partagée. Les exemples de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, du Chili après Pinochet ou de l'Afrique du Sud après l'apartheid montrent que la reconstruction passe par l'acceptation du passé, aussi douloureuse soit-elle. Au Burkina Faso, ce procès marque un tournant décisif. Mais il ne sera qu'un souvenir lointain s'il ne s'accompagne pas d'engagements quotidiens, de petits gestes, de grandes décisions. En conclusion, la justice ne s'arrête pas à la condamnation. Elle commence là où le peuple décide de ne plus détourner le regard. Elle se poursuit chaque jour, dans la façon dont on construit l'avenir, dont on transmet la mémoire, dont on refuse la facilité de l'oubli. Le procès de Paul-Henri Damiba n'est pas seulement une page d'histoire. C'est un appel, une invitation à la vigilance, à la responsabilité, à la confiance retrouvée. Car ce n'est qu'en regardant la vérité en face, ensemble, que le Burkina Faso pourra enfin refermer l'ère des mensonges et faire naître un nouvel espoir pour les générations.